de 8, open 2, call, call. Ouais. C'est quoi le meilleur Juste size un là? détail sur la dynamique, on était vraiment en fin de partie. Il y a JL, là, c'est Jean-Luc, il venait d'arriver à la table et il faisait n'importe quoi, il en mettait partout. Ouais, la Dina était vraiment très très chaude, quoi. C'est quoi le meilleur size? Voilà. Là, j'ai mis 40. Je pensais que ça suffisait pour avoir de la FE sur les whales et pouvoir être call par des mains descentes, donc pas besoin de faire plus cher, je pense. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le sizing qu'il a fait? Là, les 40. Tu vas être trop call et je pense après ça va pas trop bien manœuvrer parce que si tu call une fois, ça va coller les trois, ils vont te coller à droite. Et du coup, moi Ah, ça je va mets être 80. call de faire. 80. Ouais, plus comme ça, 70, 80. Hein. Bah, en fait, ici, le problème avec 40, c'est qu'en vrai, tu vas être call 2-3 fois, tu vas devoir jouer un pot 4 way avec paire de 8. Mhm. Donc, si t'as genre Ouais. 2 as, ok. Et encore, je pense que c'est pas le meilleur size. Et moi, je suis clairement de l'avis de Paco parce qu'il y a déjà beaucoup milieu. Hein. Il y a déjà 30. Et si tu me dis qu'ils sont super CS, ils vont quand même te call 80. Sauf que la différence entre Ah, c'est marrant. se faire call 80 et se faire call 40, c'est quand tu fais le call 80, le pot il fait quasi déjà 200 au flop. Et tu joues à des petits SPR avec cette main-là qui est quand même un peu plus intéressé contre ce genre de profil à jouer des petits SPR. Donc je pense que le sizing minimum qu'il faut faire c'est clairement 70. Ici il n'y a pas de sizing plus petit. Et il faut vraiment prendre en compte le fait que tu es vraiment très content d'avoir de la FE avec cette main. Et même si tu n'en as pas, tu vas juste diminuer le SPR. C'est quelque chose de très appréciable avec ta main. Surtout que l'Open Raiser ici, on va jouer genre SPR 2 contre lui. Et avec paire de 8, tu vas pouvoir bien manœuvrer. Donc c'est super important en live de toujours privilégier des squeeze size qui sont énormes. Et vraiment énormissimes, hein, genre beaucoup plus qu'on ne pense. Là, tu as fait 5, mais en vrai, je pense que le squeeze minimum que je ferais dans ce spot précis en tout cas, ouais, c'est vraiment 9x, mais genre absolu minimum. Je pense que vraiment même faire, dans certaines configurations, faire des sizes avec genre 110, 115, c'est même pas interdit, honnêtement. Après, avec paire de 8 spécifiquement, je pense que 80, 90 ça suffit. Donc voilà, je ferais autour de 70, 90 ici. Ouais, ok, je comprends. Ok. Et on se fait call deux fois. Ok. Bon, c'est 4-2. En fait, genre, si t'as deux as de roi, je suis fine. Mais le truc, c'est que même si t'as deux as de roi, genre, en vrai, tu fais 60, ils vont call quasi la même range. S'ils sont vraiment fous et un peu loose, autant juste size up. Et je suis d'accord, c'est un peu chiant si les mecs fold plus. Mais en vrai, tu fais 60 avec deux as, le mec call, tu gagnes déjà 5. Le pot, il fait déjà 10 blindes en plus. Et ça va beaucoup changer ton EV flop turn et ça va compenser le fait que des fois, pré-flop, ouais, des fois, les mecs vont fold plus à 60 qu'à 40. Mais ça va être compensé par le fait que, comme je l'ai dit, au flop, le pot sera plus gros, donc tu vas construire un pot qui est plus gros. Ok, call twice. Board 7, Ouais, 4, 2. je fais une erreur. Hein. Si je passe la main, c'est que, à mon avis, il y a des erreurs de Ok. partout. Là, j'ai pris le CB du coup, mais je suis pas hyper content. Pourquoi? À froid, j'aurais mis un peu moins cher, voire même check. Ah ouais, je suis ok, mais genre, tu joues quand même à des SPR où genre, ça te dérange pas d'aller broke, même sans spade, contre deux mecs très wide. Et dans tous les cas, si lui il call, tu vas toujours slow down à la turn. Donc c'est pas comme si je sais que tu vas t'empaler et que tu vas genre bet cher turn. Tu sais déjà que c'est close au flop contre deux range. Mais là vraiment spécifiquement, c'est vraiment, je trouve pas ça dérangeant contre deux whale assez loose. Il y aura assez de Broadway off avec un spade que tu peux faire call et ensuite fold. Ou call et call limite. Il y a vraiment assez de random end dans les deux ranges ici pour pouvoir me permettre de bet de 8. Surtout quand c'est pas l'OR qui call. Genre si c'est l'OR qui call, il va call genre des 2-9, 2-10, même 2 valets s'il est un peu tightish. Et là t'as pas envie de bet dans cette range. Mais lui clairement, il a beaucoup de mains qui sont plus faibles que la chaîne. Ok, bon là clairement faut slow down. Ouais, Et bet là, c'est pas au bon. Ouais. niveau timing, il était vraiment en space, il a mis assez longtemps et il était hyper hésitant. C'est quoi pour toi les mains qui mettent longtemps? Les mains avec un pic, ou alors des tirages qui comptent les outs ou qui comptent les codes, tu vois. Je Alors, pense que pourquoi tu check pas c'est contre cette range? Genre qu'est-ce qui fait que ça t'incentive comment? pas en plus le fait de check? J'ai pas entendu pardon. Pourquoi tu veux pas checker? Checker turn, tu parles? Ouais. Bah parce que je le sentais weak en fait.
Ouais, Je mais le sentais weak, je le sens en tirage en fait, donc je veux value ces tirages. tu le, entre guillemets, sans weak, mais si jamais il y a des tirages pour tu veux pas checker la turn et laisser les buffer. Il est CS, mais c'est pas un bluffeur en fait, je sais pas comment dire. C'est pas le profil qui va envoyer un par en bluff. Le truc, c'est que si tu fais 150, est-ce qu'il fait une erreur avec genre Roi-Dame avec un pic? Non. Ouais. Il fait pas d'erreur. Et le problème, quand tu fais pas d'erreur avec Roi-Dame de pique, c'est que l'argent que tu gagnes contre cette main, elle est marginale. Et il est marginal. Et à partir du moment où du coup il a As5, 4-4, 3-3, tu lui donnes littéralement 150. Et donc du coup, t'as pas assez de mains dans sa range que tu peux value où vraiment tu as genre un écart d'equity de genre 80%. Et c'est un peu le problème. C'est qu'en vrai, il y a très très peu de mains que tu domines clairement. Et du coup, tu vas juste t'isoler dans cette range forte. Tu vas donner de l'argent des mains qu'on hit flush ou straight. Et quand il hésite, il peut également hésiter avec deux piques et il hésite à raise. C'est clairement possible. Donc j'irai pas vraiment surinterpréter le timing quand j'ai pas assez de certitude. Et ici, pour moi, le check est bien meilleur pour ces raisons-là. Ouais, après je suis d'accord. Et en plus de ça, bah, ok, même si c'est pas un bluffeur, c'est pas très grave. S'il y a un pick qui bet cher, tu vas easy fold. S'il y a une blanque et qui check, bon bah tu peux bet small. Et s'il raise, bah tu vas fold parce que le mec bluffe pas. Tu vois. Mais pour moi, t'as beaucoup plus d'intérêt à jouer en check ici avec 2-8. Ok. C'est quoi cette time, River? Rapide, très rapide. Check rapide. Ah, chiant. C'était ouais, snap check. Non, je pense que je bluffe Attends, pas. Je bluffe pas, il y a trop d'A6 de pique ici. Je bluffe pas. Ok. Ah non, je bluffe pas. Par là, on est dans 2-7. Bon, comme par hasard, il hésite avec 2-7 flop. Hein. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup plus de tank avec les nuts que de tank avec les one spade non? Parce qu'en général, les gens ils vont plutôt tendance à les call quasiment tout le temps. Et les mains qui sont plus incertaines, c'est très souvent les bourrelants. Donc en fait, si tu regardes la range qu'il va avoir en moyenne, superpose analyse de range et timing, c'est quand même beaucoup plus souvent des mains close comme ça. Et du coup, ça rend le bet turn encore moins bon. Et du coup, ici, River, honnêtement, sans être héros, je vois pas comment on peut bluff ce spot. Il y a juste beaucoup trop d'A6 de pique. Il va y avoir As-10, As-Valet, As-Dame. Ouais, il y aura quelques brelans de temps en temps, quelques peut-être paires de 5. Mais franchement, ça reste très marginal et je pense que juste on va juste trop s'empaler dans High Spade. Donc tout le temps, give up pour moi ici. Je bluffe jamais. Ok. Et en plus, Ouais, même s'il est CS, je peux même pas bluffer le small. Tu vois, parce que bah, il a brelans, il va call. Donc j'ai pas de bluff ici. Voilà. Donc en vrai là le seul truc qu'il faut changer c'est vraiment pré-flop, faut que tu gonfles les sizing de squeeze et les gonfler les sizing d'ISO à un point qui est indécent. Mais on a vu l'exemple à X hein, quand j'ai joué 5-10-20 là-bas. La whale qui limp, au bout du 8ème jour j'isolais 40x. J'ai même fait des ISO à 70x, 80x et il payait hein. Il payait pas tout le temps mais il payait. Il m'a payé des valets 9 fuités, des rois valets fuités, l'argent gagné il est colossal. Et bien plus grand que quand on ISO 6. Alors ça fait plus de variance. Hein. J'ai monté 30 en 10 jours et en 2 jours j'ai craché genre à 15 je crois. 13 je me rappelle plus. Mais derrière ça c'est plus d'argent. Donc il faut vraiment être pas hésiter à être très élastique pré-flop. Quitte à parfois un peu perdre de lever en tentant des choses. Par exemple Paco il a dit 80. Honnêtement contre certains gars tu fais 180 et que la même range. Et en fait on sait pas. Parce qu'en fait personne teste. Mais ça se trouve, tu vas faire 105, tu vas te rendre compte que le mec n'a rien à faire de son size. Genre, typiquement, un bon tel pour regarder si le mec en a quelque chose à faire, c'est que je vais size, donc je vais mettre les chips devant moi, je vais commencer à les avancer, et je regarde si quand le mec il paye, il regarde mes chips. Et il y a plein de mecs, ils regardent vite fait, mais vraiment ultra vite fait, ils payent. Donc en fait, tu aurais rajouté un petit jeton de 50 dans la pile, le mec n'aurait absolument rien vu. Et ton bet, il aurait fait 90. Donc ça faut et vraiment le surplus de V est très grand, pas forcément avec 2,8. Le surplus, enfin le différentiel de V entre 40 et 90, c'est pas le même différentiel de V quand le mec colle la même range quand t'as genre 2 as de roi, obviously. Mais ça reste quand même une main qui est plus profitable à ISO très cher. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok, nickel, bon on passe à la main suivante. Ah, j'ai mieux choisi mon size sur la deuxième main. Vas-y, on va faire deuxièmement, on va faire les mains de Paco après.
tu m'as convaincu. Alors, ok, on a un call. Ah ouais, sympa. Le roi, Ça- Sympa ton case. Ok, quel size ici? eh ben, je vous laisse répondre. Hein. J'ai fait un peu plus de 10x. Mais vous allez me dire que c'est pas assez, je trouve. 60, tu peux faire, je pense. Ouais, je pense que c'est pas assez. La raison étant que t'as un nombre de limes qui est colossal. Je sais pas si vous vous rappelez de la règle que je Ouais. disais. Vous vous rappelez ou pas? Très Que- trick, parce que toutes les Je me éliminations. souviens, c'était 3 fois l'argent mort. Non, 5 fois. Peut-être 5 fois et. Non, c'est 3 fois l'argent mort. 16. 3 fois, bon bah là, faut mettre 75. Quoi. Ça vous donne une bonne idée à chaque fois des bons sizes à faire. Honnêtement, je pense que 75 c'est peut-être un point à l'abuser, mais un bon 65 ici c'est vraiment pas mal. L'intérêt aussi du sizing un peu down, c'est que quand même quand on a genre 2 dames, notre VAD on size elle est plus grande que quand j'ai genre 2-8, 2-9. Là je veux vraiment protect et je vais juste faire super cher. Parce que mon EV elle est pas dans le fait de me faire call 3 fois. Donc même si techniquement oui quand je suis call 2 fois avec 2-9 je vais gagner de l'argent, mais le truc c'est que quand on joue 3 way, les gens vont beaucoup mieux réaliser leur équité, c'est un truc dont 2-9 peut souffrir. Alors que 2 dames ici, je pense un bon. Je pense que 58 c'est 60 minimum syndical. Je pense que j'irais même faire ouais, attendez, 60, 65, 70. C'est pas mal. Ok. Bon, ça reste ok, hein, 46. Mais je pense que tu peux faire un peu plus ici. Sauf que genre, vraiment les whale lose, genre tu fais 46 ou 60, ça change rien. Les mecs sont là pour jouer et tout. Il veut call, il va call. En plus, ce qui est bien, c'est que tu joues contre des mecs tight. J'avais quand même Tu joues contre des une mecs. petite alerte rouge de Benjamin qui fait jamais ça, quoi. L'impu TG, c'était un peu bizarre. Non, mais même, tu raises genre 62, il re-raise, tu fold. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas très compliqué, hein. Ok, il call. En plus, ce qui est bien, c'est quoi, comme les. Je vais sortir le petit. Le petit graphe. Comme les 3 là, ils sont tight. Merde. Ouais. Comme les 3 lustiques. Il est gros. Ouais, lose aggro, mais de toute façon, il va pas mal fold vu qu'il a limp et qu'il a pas ISO. Là, tu joues contre 3 Ouais, tight. c'est clair. Donc en gros, ça fait fold, fold, fold. Tu joues contre. Tu ISO contre la whale. Et la whale, en fait, tu fasses 46 ou 60, il va call quasi les mêmes range. Et même si c'est pas vrai, Clair. qu'il est élastique, mais quand tu fais 60, le pot est juste plus gros. Et tu joues quand même à des SPR où t'as vraiment l'intérêt à faire grossir le pot avec les dames. Tu vois. Parce que si tu fais genre. Alors on extrapole, tu fais 72. Bien sûr, il va call un peu moins en moyenne. Même s'il y en a qui vont call la même range. Tu fais 72, le pot il va faire quasiment 70. Tu vois. Et ça fait quand même une énorme différence. Tu vois. Parce que tu joues au 170, tu vas jouer SPR 4 à peu près. Entre 4 et 5. Plutôt 5 quand même. Et après, du coup, c'est beaucoup plus facile pour setup le pot ensuite. Et la différence de value entre le size, entre les sizing préflop que tu utilises, elle est vraiment énorme. Surtout ici. Ok, fold fold. Bet small, ok. Ok, bon bah fold. Hein. Et là, casse-tête. Non, fold. Genre, en Ouais, fait, j'ai tanké 4. genre, le truc c'est que les valets, ça joue honnêtement très souvent en open. Je pense pas qu'il raise les valets, surtout s'il est tight. C'est impossible en fait. C'est genre, t'as tout le temps 2 dames de roi, 2 as, et le mec a pas envie de s'empaler dans ces ranges là. Donc il a juste 2 rois ou 2 as qui slow play parce qu'il y avait d'autres whales. Du coup, tu peux fold. Ouais, là, je fais une grosse erreur. J'ai call au bout de 5 minutes, mais en fait, je savais que j'allais en prendre une turn et que j'allais être emmerdé. Quel point du protocole ici pour éviter ce genre d'erreur? Observation. On sait pas. Quand c'est spot incertain, on peut faire fold directement. Bah, surtout, genre, Ouais, c'est ça, ouais. oui, mais même, genre, quand moi j'arrive sur un spot, je tombe 3 minutes et je sais pas quoi faire, je fold tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Exactement, c'est ça. Tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'était que là, bon, on n'est pas online, il n'y a pas de time bank, mais je sais pas, j'ai tant 4 ou 5 minutes, et quand c'est comme ça, ouais, faut Moi, je vais vous faire la démo graphique. Hein. Il y a le set, donc l'ensemble des gens. On va mettre ensemble. Non, c'est pas bon, t'as l'ensemble des spots où tu vas te prendre un raise dans un spot similaire en gros. Donc plein de spots similaires ici. Hop. L'ensemble
F, c'est l'ensemble où c'est mieux de fold. Ok. Attends, je vais le mettre là. Donc ça, c'est les spots où c'est mieux de fold. Je vais les mettre en orange. Ok. Et ensuite, tu as les spots où c'est mieux de call ou de raise. Et ils sont là. Ok. Sauf que là, techniquement, tu peux pas... Bon, j'aurais pu le mettre en vert, mais peu importe. Techniquement, tu peux pas savoir si c'est mieux de fold ou de raise quand tu connais pas le spot. Sauf que, si jamais l'ensemble dans lequel tu es ici, il est dans... Pardon, l'élément, donc ton spot, il est dans l'ensemble des spots où tu attends 30 secondes. Ok. Enfin, ouais. Donc disons que ton spot, en gros, il fait partie de cet ensemble-là. De spot où tu attends 30 secondes, où tu te prends un river raise, où c'est close. Ben, en fait, la probabilité que ton spot il soit bon et que ce soit la partielle à l'ensemble où c'est mieux de call, donc cette probabilité-là, ok, elle est forcément plus basse que celle-ci. Donc genre P2, P1, P2, c'est forcément, quasiment systématiquement plus grand que P1. Et la raison, c'est parce que, en fait, si le spot était mieux à call ou à raise en moyenne, bah t'auras pas tant que 2 minutes. Et donc en fait, la probabilité bijective ici, entre guillemets, hein, je sais pas, en maths ça se dit pas, elle est forcément plus grande entre l'ensemble, entre un élément de l'ensemble j'étends 30 secondes et l'élément de fold, que j'étends 30 secondes et l'élément call. Parce que la probabilité bijective de je tank 5 secondes et je call, ici, et le spot était meilleur à call, il est bien plus élevé. Et en fait, la plupart des spots qui sont bons à call, en fait, sont pas dans cet ensemble-là, mais en fait, ils ont une probabilité bijective dans cet ensemble qui est plus importante. Du coup, tu es obligé de fold tout le temps. Constamment, parce que Ouais, en d'accord. moyenne, donc en fait, c'est pas vrai tout le temps. Hein. Il y a des spots où tu vas tank 5 minutes, c'est où en fait le call est largement mieux. Mais en moyenne, c'est mieux de fold. Et du coup, comme la probabilité dans ce spot, elle est en faveur du fold, faut que tu fold tout le temps. Ok. En gros, c'est pas probabilité, tu utilises ça quand tu es dans un modèle incertain. Typiquement, je vais essayer de donner un exemple dans la vie réelle. Imaginons que demain, tu penses qu'il va pleuvoir à 50%, tu as 50% de chances qu'il pleuve, mais t'es pas sûr de cette assumption-là, et dans un spot incertain, et du coup, tu te dis que cette assumption que je fais, elle a 50% de chance de se réaliser. Bah, du coup, tu as la probabilité que tu penses qu'il pleuve, et tu as la probabilité qu'elle soit correcte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément. Et du coup, ici, typiquement, dans ce spot, je vais prendre mon temps, hein, parce que c'est pas très simple à expliquer. Dans ce spot-là, tu as la probabilité que call ou raise soit mieux. Et en fait, quand cette probabilité est incertaine, et que tu es dans un spot où du coup tu te rends compte qu'en fait, tu as beaucoup plus de chances d'être dans ton spot, d'être dans un ensemble où en fait c'est mieux de fold, où fold est supérieur à call ou à raise. Que du coup, en fait, là, cette probabilité-là, elle compte pas vraiment, parce que ce qui va vraiment compter, c'est du coup la probabilité moyenne que ce soit mieux de fold. Et ici, c'est en général bien mieux de fold. Tu vois. Donc en gros, la probabilité de la probabilité, elle est clairement en faveur du fold, parce que je mets beaucoup plus de poids sur le fait que fold soit bon en moyenne, plutôt que là, dans ce spot précis, call ou fold soit mieux. Ok. C'est un Shobi là. Ouais, clairement. Ah, en plus, c'est un Sobi. Non, mais ça, j'en ai même pas parlé, mais oui, c'est clairement un Sobi. Ouais. Alors, la distribution, elle est vraiment pire que Sobi ici. Hop, valeur moyenne. Hop, moi, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais oui, bien, Sobi. Et Sobi, on les fold tout le temps. Ouais, clairement. Moi, quand j'ai call, j'ai réussi à. Enfin, je pensais que c'était un Wobby en fait. Je me suis dit, bon, il fait ça avec ses Master Draw, genre des valets 9 de pique. Ah, mais dans tous les cas, t'es en zone rouge là. Hein. Zone rouge, voire noire. Hein. As valet suité, As roi suité, tu Mais vois. en fait, les genre, Master Draw. si la Master Draw mais qu'il a Nuts aussi, en fait, bah, t'es dans un code Sobi, tu vois. Voilà, ouais. Il est Ouais, c'est un l'équité. peu ça. T'es jamais way behind, Après, t'as toujours l'équité des queens de temps en temps avec les spades, mais en gros, t'es là, quoi. Mais aussi, il y a le profil, enfin, si tu dis qu'il est tight,
Il va pas prendre ses Pour moi, le lines, main mais- facteur qui fait qu'on est en zone rouge dans le Wobby, c'est que, en fait, on a tellement de notes sont perçus, ils bluffent pas. Ils bluffent pas. Genre, on a Ouais, 2 c'est 10, on a 2 As, Ouais, on a je 2 rois, tiens. personne bluffe dans cette range. C'est clair. Donc, ouais, mais je suis folle. Mais après, peut-être ce size, il le fait que peut-être qu'avec tu auras des As-3 aussi. Mais en tu fait, aurais quand fait tu ça, sais pas, tu aurais fait dans je ce suis size. d'accord, c'est une bonne question, bonne remarque. Mais en fait, quand tu ne sais pas et que t'as vraiment pas 100% de certitude sur le fait que le sizing change la distrib, tu vas juste prendre en compte la line. Et la line, ça reste un raise. Tu vois. Ok. Du coup, Parce que là, clairement, s'il fait demi-pot, peut-être qu'il aurait eu plus d'infos si là, il le raise vraiment, mais dans ce sens, il se dit qu'il y a encore des As-3 qui peut lui reprendre le lead, le lead de la main et du coup pouvoir réaliser son équité plus facilement et pouvoir check turn. ouais, c'est ça. Mais- En fait, si tu peux jamais savoir si le sizing crée une translation de distrib, en gros, si tu changes, tu passes de Sobi à Wobby, en fait, tu es obligé de prendre en compte uniquement la line et juste de switch off le size. Parce qu'en moyenne, encore une fois, en moyenne, ce qui rapporte plus, c'est juste de considérer la line et pas le size. Sinon, on se fait piéger, on analyse des Wobby qui sont pas du tout des Wobby. Ah, donc, faut faire Ok. vraiment gaffe avec les sizes. Et aussi, la perception que vous avez des sizing adverses, bah, elle est très différente de ce que les gens pensent de leur propre size. Il y a des mecs ici qui vont se dire, bah, je fais 126, comme ça, je représente un draw, en fait. Mais dans sa tête, le mec, il fait que ça avec des values. Donc, comme on a pas mal d'incertitudes sur comment pense l'adversaire, c'est bien de considérer plus une range globale. Et du coup, ça crée une meilleure visualisation de la distrib. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Good. Ok. Ouais, bah, t'es absolument derrière tout le temps les rois. Ouais. Mais c'est tellement rare de trouver un mec qui a les rois. Genre. Je lui ai dit, vas-y, Pas un je pense roi. qu'un pic et il m'a montré le roi de trèfle. Ouais. En fait, ce qui est beau, c'est que tu sais très bien que s'il a As-3, c'est un fold quand même. Donc en vrai, C'est vrai. le mec est tight, il y a plein de gens qui bluffent 0 ce spot, même s'il a As-3, il peut toujours avoir ses values. Donc en vrai, t'es un fold. Très bon folder en tout cas. 300% roi roi, c'est tout. Ouais, non, mais bon fold. Merci. Et là, turn, tu l'as reconnu le Sobi ou pas? En pratique. Ah non, mais turn c'était même plus Sobi, c'était ok. Snapfold. Ton cerveau était en alerte rouge. Ok, Et ça marche. il y a même plus de. On peut être devant, c'est plus possible, tu vois. Ok, ça marche. Ok. Non, là j'ai vraiment Snapfold, mais pour moi l'erreur elle était flop quoi. Ouais. Après, tu vois, si tu les fold turn, les Sobi dans ce spot, tu vas jamais. T'as de l'argent économisé, mais déjà là, il y a tellement de gens qui vont call turn, call river, ils vont penser qu'ils ont un bon call, le call il drop genre 50 Ouais. blindes, tu sais. Donc en vrai, si tu le fold, c'est déjà bien. Ok. Hijack open, bouton call. Donc on a As valet, c'est ça? Ouais, donc j'ai un valet de cœur. du coup. Ok. Attends, je vais mettre la chache en texte. Là, je valet, je vais essayer de faire des petits cœurs comme ça. Super. Comment éternel. Ok. C'est quoi le profil en face? Alors le profil, c'est un mec que flop, il flatte beaucoup, il est loose, il est calling station et il flotte vraiment une tonne. Vraiment une tonne. Ok, avec ces informations-là, tu penses que intuitivement, c'est quoi la meilleure line là, sur 3 streets? Sur le run-out moyen, on va dire. Justement, tu vois, j'ai vu de plus en plus de mecs de plus en plus aggro, j'ai l'impression en ce moment, là, je sais pas ce qu'ils ont. Et là, en fait, je me suis dit que vu qu'il flotte une tonne, je vais c-bet petit, comme ça en même temps, ça me permet de moi choisir le sizing, parce que ça, c'est le genre de profil. Bon, lui, je sais pas exactement, j'ai pas encore beaucoup de notes sur lui, mais les profils comme ça, ils se tapent beaucoup versus des mecs comme moi qui sont assez tight, on va dire. Donc ils se disent souvent, là, il flop 10, 3, 5 off, je le percute pas beaucoup. Et du coup, il va s'en mettre du temps, mais j'ai pas trop envie qu'il passe à un sliding 3 quarts, par exemple. Donc je préfère faire un petit sizing, le faire float. Sur des briques turn, je vais check, et, même check call selon sizing. Et par contre, river, je vais me servir de quelques cartes pour lui mettre de la pression sur ses 3x, 5x, ses petites pockets 6x, 7, 7, 8, 8.
Si check turn. Parce que si double bet, il va pas. Si, double bet. S'il va bet flop, bet turn, il va pas trop les avoir. J'ai pas compris, excuse-moi. Tu m'as dit, sur certaines rivers, je vais pouvoir mettre de la pression à des 3 ou à des 5. Mais s'il bet le flop et qu'il rebet la turn, genre si pardon, il call le flop et qu'il bet la turn, il va peu en avoir. S'il call le flop et qu'il bête la turn. Il va être manipolar, donc en fait t'as pas beaucoup d'intérêt à genre lead une dame ou un roi. Tu vois. Et pourquoi tu veux c-bet si tu sais qu'il va flop 100%? Bah tu gagnes de l'argent Tu peux check aussi. s'il call 100%. T'es devant. Bah, Hein. justement, j'ai pas envie de me prendre un stable 3 quarts et fold quoi en fait. Bah, si c'est à 3 quarts, tu call. S'il bluffe trop. Si j'ai quoi? S'il bluffe trop et qu'il se tape 3 quarts, tu Ah, call. ils sont à l'écoute, oui. Mon Ah, son. putain, je vois pas mal le gars, c'est ouf. Mon son ou ton son? Attends. Ouais, du coup je disais, Ils sont en fond, c'est un mythe. le mec bet 3 quarts, tu calls une fois. Hein. En vrai, t'as un as, un valet qui est clean. Sur les. Attends, je vais mettre le truc. Ouais, du coup, t'as J, un valet c'est clean. Un as c'est. Tu peux lui-même lead en vrai. Ces cartes. Dame roi, tu peux bluff. Tu peux hit straight draw. Tu peux hit flush draw. Enfin, en vrai, non, je call versus 3 quarts. Hein. En plus, s'il a une range qui a trop de combos et qui bet trop, bah en fait, tu vas juste gagner beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, on l'a vu ensemble. Non, on l'a pas vu ensemble ce concept. Mais en gros, quand on joue contre des humains, contre des ranges qui sont pas les mêmes, en fait, il y a des gens qui vont avoir des ranges qui vont être orientés sur plus de combos que d'autres. Et donc, typiquement, dans ce spot, quand je fais face à un 3 quarts, bon, vous comprenez, c'est un peu un wobby. Mais en gros, ce concept-là, il a un impact sur le wobby, puisqu'en fait, ça nous permet d'attribuer plus de weight sur les ranges dont on fait face. Et en fait, avec, du coup, ça s'appelle Bayesian Inference Weight Range Analysis. Et en fait, là, on va pas focus sur les mains de la range, on focus sur le poids de la range, ok, dans le surensemble des ranges. C'est ce que je veux dire? Genre, comme on peut face plusieurs ranges en même temps, bah, par exemple, la range numéro 1, le mec va avoir, je sais pas moi, 70 combos de bluff, par exemple. La range numéro 2, le mec va être tight, c'est très souvent ce qui va se passer d'ailleurs. Il va avoir, genre, je sais pas moi, 20 combos de value, par exemple. Je dis au pif, hein, les combos de value. Et du coup, si on estime que les probabilités des deux ranges dans l'ensemble, c'est 50-50, c'est-à-dire que si jamais on estime que en gros, il y a R1, il y a 50% des profils qui ont R1 et 50% des profils qui ont R2, ok, donc 50%, et ça 50%. Bon, bah, on se rend compte que en termes de probabilité d'occurrence, on va beaucoup plus souvent tomber sur R1, ok, parce qu'en fait, on va jouer à J contre un élément de la range, ok, à chaque fois. Il va avoir une main spécifique. Sauf que quand on joue contre un valet off, basiquement, il va avoir dame off, dame valet off. Et du coup, on a plus de chances de tomber dans l'ensemble où il y a 70 combos, parce que la range est un weight, un poids qui est plus grand en fait. Et ça, c'est des concepts qui n'existent pas en théorie, parce qu'en fait, en théorie, bah, le solver 1, il joue pareil que le solver 2, qui joue pareil que le solver 3, ils ont tous la même range, et les EV sont pareils. Donc il n'y a pas de EV discrepancy, il n'y a pas de EV distribution, il n'y a pas de densité, et il n'y a pas de range weight analysis. Du coup, quand les mecs, en fait, ils peuvent bluffer un nombre de combos qui est absolument astronomique, et que la range est très polar, ce qu'on va se rendre compte, c'est que oui, là, je simplifie, les probabilités d'un counter, un des deux profils, sont pas de 50-50. Mais le truc, c'est que, comme il joue, en sachant qu'il joue la line à 3 quarts, donc en sachant que, hop, le weight de la range va changer notre V, parce qu'en fait, on va beaucoup plus souvent tomber contre la range qui a plus de combos, en fait. Range weight. Et là, on va faire l'analyse. Ouais, pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas tellement, parce que le temps il est pas ouf, donc je capte pas tout ce que tu dis, mais. Ok. Et les autres? Faire des reviews, quoi. Les autres? Non, moi c'est pas intuitif. Ouais, c'est non plus, clair. j'ai pas compris. Ok. C'est quoi que je comprends pas du coup? Pour que je sois sûr, pour que je pourrais expliquer. S'il te plaît. Allez, non, t'inquiète, mais c'est normal, hein, je vais tout refaire depuis le début. Ok. Sans parler des spots Wobby, parce que ça va compliquer le truc. Attends, ouais, je vais faire comme ça. Ah non, on peut pas revenir en arrière plus. Bon bah je vais gommer. Ok, on peut
Ok, je vais reprendre. Donc, en théorie, ok, quand j'ai GTO, hop. Quand on fait face à une range d'un solver, ok, elle va composer un certain nombre de combos, cette range, ok, X combos. Si je joue contre un autre solver, donc un autre joueur humain, entre guillemets, il va avoir un certain nombre de combos. Et le truc, c'est que, en fait, le nombre de combos, à chaque fois, il est égal. Tout le temps. Parce qu'en fait, ils ont la même range. Ils jouent de la même manière. Donc les EV sont les mêmes. Donc c'est pour ça que, comme on est, quand on va payer dans une situation, comme on avait vu, de non-idempotence, du coup, il n'y a pas de discrepancy. Il n'y a pas de discrepancy, pas de densité. Bon, en soi, juste la discrepancy est nulle. Donc il y a une densité, mais pas de discrepancy, pas de densité, pas de différentiel, pas de comparaison de différentiel. Et enfin, ce qui vous intéresse, pas de V-distribution. Également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans les situations d'idempotence, du coup, quand on joue contre des humains... attends, je finis, hein, avant les questions. Quand on joue contre des humains, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les ranges ne vont pas être composés du même nombre de combos. Okay, supputons que la plupart des gens... Donc là, on va pouvoir face, par exemple, un mec qui va en fait tout le temps bluff ce spot, et un mec qui bluff tout le temps ce spot dans le 3/4, et parce qu'en gros, ses nuts, il les met dans le sizing moins cher, etc. Même s'il a quelques nuts, en gros, il a quelques... On va dire qu'il a quelques mains dans le 3/4. En fait, il va avoir roi-dame, dame-valet off. On va dire 20 même pour simplifier. Et ce mec a 20 combos. Okay. Je vais les mettre même dans une autre couleur. Okay. Et donc les points, là, c'est des combos. Okay. C'est des mains. Combos. Okay. Pareil ici, c'est des combos. Et le truc, c'est que la range 1, elle a 100 combos. Okay. La range 2, elle en a 20. Okay. Donc en fait, si on analyse ça sous forme de, entre guillemets, partition en maths, c'est un ensemble d'un ensemble. Okay, donc je vais prendre je vais faire tout ça en noir. On va mettre en jaune sinon vous allez faire une crise d'épilepsie. Et en fait, on se rend compte que avec ce concept, on peut créer des entre guillemets range de range. Je ne vais pas l'appeler comme ça. Et du coup, on va se rendre compte qu'en fait, si on arrête d'analyser la range en termes de combinatoire, mais plus en termes de nombre de combos, on se rend compte qu'en fait, on peut faire des analyses de poids avec informations connues et inconnues. Et du coup, c'est ça que ça s'appelle Bayesian Inference, Weight, Range et l'analyse. Voilà, c'est pour ça les lettres. Et du coup, en fait, en faisant cette analyse-là, on se rend compte que à probabilité d'occurrence égale, donc mettons que tu as 50% des gens dans le pool qui... c'est pas exactement ça, du coup. Donc, il y a une formule après pour lier la probabilité des deux ranges au nombre de combos qu'ils ont et du coup à leur occurrence. Mais mettons que, en gros, j'ai 50% de chance... En fait, mettons que dans le pool... c'est pas la même chose que 50% de chance de rencontrer un des mecs. Mettons que dans le pool, il y a 50% des gens qui sont contre lesquels on va être entre guillemets way ahead, et en gros les mecs vont tout le temps bluffer, et 50% des mecs contre lesquels on va tout le temps être derrière. Okay. Donc mettons que la probabilité assignée à cette range-là dans la quote range de la range, c'est 50-50. Okay. Donc mettons que tu as... là, en gros, il y a 10 ranges possibles, 10 profils, entre guillemets, qui ont des ranges possibles, ça revient au même, et qu'il y en a 5 qui jouent R1, 5 qui jouent R2. Okay. Bah, en fait, on pourrait penser que on va tomber de manière équale entre les deux ranges, mais c'est faux. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un bet, la probabilité change. Parce que là, on joue avec la probabilité en sachant que vilain a bet 3/4. Okay. Mais la probabilité en sachant que vilain a bet 3/4 et la probabilité d'encounter un des deux, c'est pas du tout la même. Et maintenant, techniquement, c'est à peu près la même, mais bref, passons. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on fait cette analyse-là? On va se rendre compte que on a beaucoup plus de chances de tomber sur un mec de R1, en fait. Parce qu'il y a 100 combos. Donc à partir du moment où il y a un bet, si les probabilités sont égales, là, il y a 20 combos, là, il y en a 100. J'ai beaucoup plus de chances de tomber ici. Donc il aura une range plus light. En termes d'XP. Ça dépend de la probabilité que tu assignes aux deux ranges. Mais si tu te dis que c'est à peu près 50-50... Dans une range combo, elle sera forcément plus forte qu'une range de 100 combos. C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu me dis. Dans ces 100 combos, il aura plus de tirage, de, je sais pas, de pampa, de bluff, etc. Et que la range de 30 combos, elle va forcément être plus orientée value, non? Enfin, moi, je vois ça comme ça.
Oui, mais il y a beaucoup plus de chances que ça va tomber dans. Ah, mais exactement. dans R1. La R2 c'est value, la R1 c'est bluff en gros. Si je peux simplifier comme ça. Oui, voilà, c'est ça que je dis. Ouais, d'accord, ok. Ah, c'est ça, je voulais que ce soit clair. Mais en gros, t'as plus de chances, les probabilités sont à peu près similaires, de tomber sur R1. Mais par contre, il y a des fois, il y a des spots. R2, il y a 3 values. R1, il y a 100 bluffs, mais littéralement absolument personne ne bluffe. Et du coup, la probabilité de R1, en fait, c'est genre 0,1. Mais du coup, il y a plus de combos, mais au final, t'es entre guillemets niqué parce que parce que en fait, ouais, c'est ça. La proba de la range, en fait, elle est beaucoup plus basse. Même si elle a un weight en termes de combo pur qui est plus élevé. Mais du coup, si tu lis la proba au weight des spots là, enfin des éléments, ouais, la range entre guillemets, entre gros guillemets, elle pèse moins. Mais du coup, quand dans un spot où t'es pas trop sûr et que les probabilités sont à peu près similaires, en fait, tu vas encounter beaucoup plus les gens qui bluffent. Et du coup, t'as beaucoup plus de chances de tomber contre R1. Je vais vous donner un exemple de vie réelle où ce concept il peut s'appliquer. Donc, je vais mettre la gomme, je vais le mettre ici. J'ai un pote, histoire vraie. Ouais. Attends, ouais, dis-moi. Là, en fait, ça, ça, on doit le faire quand on connaît pas le profil, c'est ça, là. Attends, je finis l'explication et je reviens là-dessus. Ça marche. Donc, j'avais un pote dans la vie réelle. En gros, il s'est fait... il marchait dans la rue. Il s'est fait aborder par un mec. Et le mec lui a dit, en gros... donc, il se fait aborder par un Anglais. Hop. Et le mec lui a dit... ouais, j'ai ma voiture qui s'est fait voler. J'ai plus de papier et tout. Je peux plus retirer. Et du coup... j'aimerais bien que tu retires du cash pour moi, je te fais un virement et tout. Et donc mon pote lui demande passeport, carte d'identité, il lui donne, il lui demande de montrer la voiture, ils y vont, ils font 100 mètres, ok. Il y a vraiment une voiture pétée avec une plaque de l'Angleterre. Et le mec en gros pouvait pas retirer parce que c'était dimanche. Ok. Donc mon pote a pas mal hésité, à la fin il s'est dit qu'il allait pas le payer, et il m'a demandé mon avis. Et moi je lui ai dit que c'est la probabilité que ce soit un scam, elle est absolument énorme. Et comment les gens l'analysent, ils disent ouais mais c'est suspicieux, du coup en fait c'est plus souvent qu'un scam. En fait l'analyse qu'il faut faire c'est avec les weights. Si je refais la même chose maintenant mais plus en termes humains. Là on a face du coup un spot où le mec est venu nous parler, ok. Et il va y avoir deux ranges possibles clairement, il y a deux densités principales. Il y a les mecs, donc il y a l'ensemble, les ranges sont en ensemble. Il y a les mecs qui scam et les mecs qui scam pas, ok. Donc là il y a scam et là il n'y a pas scam. Ben en fait, les mecs qui scamment pas, en vrai, ils sont là un seul jour. Ils vont demander peut-être à 4-5 personnes avant qu'une personne les aide. Donc en fait, c'est quoi? En moyenne, il y en a peut-être 5, au final. Et parce que normalement, les weights, on peut que les estimer de manière théorique. Donc en fait, il y a des... Comment dire là, 100 et 20, c'est des valeurs moyennes. Là, typiquement, 5, c'est de la valeur moyenne. Il y a des mecs qui vont avoir... qui vont demander à 3 personnes et des mecs qui vont demander à 7 personnes. Du coup, on fait entre guillemets la valeur moyenne et la weight, du coup, donc l'average weight, je simplifie en disant que c'est le weight, hein, mais ça reste l'average weight. Et ici, donc, c'est 5 personnes. Mais les mecs, ils scamment. Ils font ça tout le temps, en fait. Ils demandent à genre 40 personnes dans la journée. Et ils le font chaque semaine, tout le temps. Et donc, en fait, les gens qui scamment, ben, ils vont scammer genre 500 personnes. En fait, quand on réfléchit comme ça, on se rend compte que la probabilité d'encounter un mec qui est honnête, pour mon pote, on va appeler Monsieur C, lui là, c'est nul. On va tout le temps face un mec qui scam. Parce que... En fait, c'est simple quand même l'histoire, parce que si le mec fait un virement instantané, bon bah, c'est facile, tu vois. Ouais, mais tu te doutes bien que le virement était pas instantané parce qu'on était dimanche. Tu vois? Ouais, donc ouais, il y a tout qui pue, quoi. Il y a tout qui pue. Et en plus, après, on peut rajouter ces éléments-là dans le raisonnement bayésien, et du coup, ça tend beaucoup plus vers le scam. Mais juste pour vous montrer que, en fait, avec cette analyse-là, on se rend compte, c'est obligé que ce soit un scam. Genre, la probabilité de scam, elle est trop élevée. Et genre, même s'il y a genre 5 fois plus de gens gentils, bah en vrai, t'as toujours 20 fois plus de chances de te faire scam. Si le mec a scam 500 personnes. Dimanche, ça rajoute encore. Mais voilà. Tu vois. Et du coup, en fait, si tu fais cette analyse-là, plus en termes de poids, tu te rends compte que, à partir du moment, donc en sachant que tu fais face à l'occurrence où le mec vient de parler, t'as beaucoup plus de chances de tomber contre un mec qui est dans... Enfin, une tentative de te scam, parmi les 500 qu'il fait, plutôt qu'un mec qui est juste honnête. Du coup, t'es obligé de lui dire de... Bah, d'aller se faire enculer, quoi. Ouais, de folle, quoi. Ouais. Refuser. Ouais. Dis-moi, Paco, pour ta question, du coup.
du coup, là, c'est. Là, ça, c'est plutôt quand on connaît pas le profil alors. On essaie de faire des suppositions, quoi. Ouais, exactement. Ou quand t'as une connaissance du profil qui est trop limitée pour être sûr de l'isoler avec une grande certitude dans un des deux ensembles. Ouais. Donc là, par exemple, on va transposer ça à mon fil d'un mois. On peut se dire que là, par exemple, sans information, vu que 80% des Chinois, ils sont hyper aggro, ils flottent beaucoup, ils stabent une tonne, on va dire que ça sera les profils agressifs, plus agressifs. Ouais. L'autre partie, ça va être des profils plutôt passifs, tight, pas très aggro, quoi. C'est ça. Et du coup, pour avoir c'est une très bonne analyse, et pour avoir la meilleure analyse possible, il faut que tu te dises que là, les différentes catégories que tu nommes, moi, le nom que je leur donne, c'est un set d'attribution, ok, ou set de répartition. Et en gros, c'est ok, il y a les mecs CS qui font partie de l'ensemble. Donc set, c'est l'ensemble CS, ok. T'as les mecs aggro qui font partie de l'ensemble aggro. Il faut plus réfléchir comme ça. Et en fait, cette analyse-là, tu vas le faire dans ce set d'attributions-là, ok. Et du coup, ça cover tout ça en fait. C'est un ensemble qui est plus grand. Mais tu le fais là-dedans en fait. Tu le fais pas dans les mecs CS. Tiens. Tu peux le faire, mais du coup, l'analyse elle est différente. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? Je vais tout répéter, t'inquiète. Ce que tu vas me dire là, c'est la bonne manière de voir les choses. Juste, c'est plus facile de le nommer. Donc en fait, si jamais tu as des gens qui sont CS, des gens qui sont agressifs, des gens qui sont, je sais pas, tight, en fait, l'analyse qu'on vient de faire là, donc le Birois, tu vas le faire dans le set d'attribution le plus probable et dont tu es le plus certain. Donc si jamais je sais que le mec est un peu aggro, et je suis quasiment certain qu'il soit aggro, bah je vais le faire dans le set des gens qui sont aggro. Mais du coup, les mecs qui sont aggro, il y a beaucoup plus de chances que je tombe dans R1. Donc peut-être qu'en fait, la probabilité de R1, elle est beaucoup plus grande que R2. Donc le weight de la range globale est beaucoup plus grand, donc en fait, je vais tout le temps pouvoir call, voire même raise. Si jamais tu comptes les mecs tight, l'analyse, elle est pas du tout pareille. Et on se rend compte qu'en fait, cette analyse-là, elle dépend du set d'attribution. C'est pour ça que je dis que cette analyse-là, du coup, tu dois la faire. Donc l'analyse de range en termes de weight, tu dois la faire dans le set d'attribution le plus probable. Okay. Et si tu sais pas pour complexifier, hein, mais c'est pas très grave si vous ne comprenez pas ça, ce que je veux dire. Mais si tu sais pas, il faut le faire dans le set d'attribution qui en moyenne est le mieux. Donc on revient à notre modèle de probabilité. Ok. Et du coup, si jamais le mec m'a montré des trucs un peu aggro, mais que je suis pas trop sûr, mettons que je mets une probabilité donc X aggro, ok. Et la probabilité qu'il soit aggro, bon, je dirais que c'est 50%. Mais je suis pas vraiment sûr de mon assumption, ok. Et ben je vais me dire quelle est la probabilité, donc je fais focus là-dessus, quelle est la probabilité que, en sachant que j'hésite et qu'il m'a montré ça, que en moyenne, le mec soit aggro, tu vois, et qu'il soit bien dans l'ensemble set agression. Et si jamais, du coup, ce nombre-là, il est élevé, bah, en fait, il faut tout le temps prendre le move. Et en général, t'es au-dessus de 0,5, donc en gros, tu prends le move. Je simplifie extrêmement grossièrement, du coup. C'est quand tu sais pas le set d'attribution dans lequel t'es. Tu vois. Genre, moi, le mec me montre un truc aggro, mais je suis pas sûr qu'il soit aggro, bah, je vais quand même analyser dans le set attribution aggressif parce que ça reste l'option qui me rapportera en moyenne plus sur long terme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est pas, honnêtement, ce concept n'est pas très important, hein. C'est pour ça que j'en parle pas une tonne. Birois, ça peut juste vous permettre d'avoir des meilleures visualisations de comment vous interagissez avec la range dans les distribs Webby. C'est vraiment le meilleur truc. Mais overall, c'est bien de le visualiser parce que ça vous permet vraiment de comprendre en fait beaucoup plus contre quelle range vous jouez. Et c'est vraiment important quand vous jouez contre des humains de beaucoup plus réfléchir comme ça qu'en mode le mec a ça ou a ça. Parce qu'on le voit vite avec les concepts que les modèles probabilistiques de base sont dépassés. Parce qu'en fait, ils sont dans des modèles théoriques. Et c'est pas en mode les théories ça n'existe pas en pratique machin. Non, c'est juste qu'en fait en théorie les gens jouent toujours pareil. Et donc du coup ça ne crée pas de différence de V en fait. Donc pas de discrepancy. Et le fait qu'il n'y a pas de discrepancy ça fait qu'il n'y a pas tout ça en fait qui arrive. Il y a aussi dans le monde théorique il n'y a pas de certainty quoi. C'est ça qui fait la grosse change. Là tout ce qu'on voit c'est parce que l'incertitude. Hein. Si jamais on voit les cartes de l'adversaire et qu'on voit sa range exactement ça n'existe pas. Probabilité ça sert à rien. Donc c'est vraiment tout est dans le tout est dans le set vraiment faire un énorme rond. Mais en gros tout ça c'est quand on est incertain tout le temps. Parce que si jamais on a une certitude de 100% ça sert à rien. Et le modèle théorique est beaucoup plus
approprié, parce que je vous rappelle qu'en théorie, quand vous mettez une sim avec 2 ranges, les 2 ranges sont clairvoyantes. Hein. En théorie, on sait ce que fait l'adversaire. Bon, en pratique, c'est absolument pas. Du coup, ça crée de l'incertitude et ça fait qu'on peut créer ces modèles-là. Bah, dis-moi. Ouais, donc logiquement, par exemple, quand tu arrives contre un profil, tu as 0 info sur lui, tu joues la première main, mais que tu sais, par exemple, que tout le fil que tu joues, il y a 81% de mecs, c'est des agros, tu vas le catégoriser directement dans la catégorie agro. Exactement. Agro, quoi. Exactement. Et si jamais je vois que c'est un papy, bah, je vais rajouter cette information-là et ça va changer. Et du coup, je vais le mettre dans un truc plus tight. Et je vais catégoriser le mec direct. Ok, ouais. Ok, je vois. Ouais. J'ai juste une question par rapport à l'exemple que tu as donné. Parce que là, on est dimanche. Du coup, il y a énormément d'arnaqueurs, mais il y a aussi des gens honnêtes. Du coup, demander le passeport, demander ce genre d'informations, c'est inutile. On peut mettre un peu ça comme des bloqueurs. Parce que entre guillemets, les runs sont trop wide, du coup ça sert à rien d'avoir des gros bloqueurs parce que ça En gros, ça va pas t'enlever les éléments de l'ensemble. Genre, le mec gentil peut te montrer son passeport, le mec qui se calme aussi. Moi, j'ai même envie de te dire, en vrai de vrai, un mec qui garde son passeport et qui a tout perdu dans sa valise, c'est chelou, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est limite plus vers l'ensemble scam. Admettons que ça augmente notre probabilité que ce soit un gentil. Dans ces cas-là, si jamais on était le jeudi, et que du coup les scammers ils sont majoritairement là le dimanche logiquement, puisque c'est là où il y a le plus de scams à faire, mais également que le jeudi c'est l'endroit où c'est moins logique qu'il y ait des personnes honnêtes, qu'a priori ils pourraient faire quelque chose contre la situation. Ah mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi plus de probabilité que t'es un vrai anglais le dimanche que le jeudi, tu vois. Qu'est-ce que tu fous le jeudi, par exemple. Donc il va y avoir moins d'étrangers. Peut-être qu'il y a plus de vols de voitures le week-end. Ouais. Tu vois, il y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Mais en fait, dans tous les cas, c'est pas des éléments qui vont changer le calcul parce qu'en fait, t'as tellement plus de chances d'être dans l'ensemble scam dans tous les cas que en fait, tu peux pas. Ok. T'es obligé de passer quoi. Ok. Ah. Ouais. Bon, je vais enlever ce foutoir visuel. Ok. T'avais une question ou pas, Paco? Non, je te les ai posés. Ok, je sais qu'il y en avait une autre. Ok, ça marche. Mais, Bon, tout ça pour bet small. Ok, je suis un bon bet small. Hein. Pourquoi tu bets? ouais. De quoi? Pourquoi tu bets à la turn? À la turn, on Ouais. va en turn pour lui faire fold des 3x, des 5x, des 6, 7, 7, 8, 8. Mais c'est quoi l'intérêt du coup? Là, en gros, tu. Non, mais Je suis en bluff, j'ai R, j'ai ça, j'ai une good shot. je t'explique ma question. Je t'explique ma question. Là, t'es en train de me dire, bet c'est bien parce que ça. Moi, ma question, c'est pas ce que je te demande. Ouais. Moi, ce que je te demande, c'est justifie-moi bet supérieur à check. Parce que tu me dis, paire de 6, ça va fold. Ouais, mais paire de 6, ça va checker et river, tu check, tu push, il fold. Tu vois. Moi, je me justifie pourquoi le bet il est au-dessus du check dans ce spot. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Pourquoi bet maintenant alors que on lui fait fold la même range river? C'est ça? Dans le protocole, vous vous rappelez, hein, est-ce que les mains que je fais fold turn, c'est des mains qui vont check into fold? Et en général, si la réponse c'est oui, faut river delay quoi. Je l'ai rajouté d'ailleurs, je sais pas si il était dans le protocole. J'ai l'impression que j'ai plus de FE sur des lines passez pas, comment on dit encore ce truc-là. Tu sais, quand tu bêtes, tu check, tu bêtes. Comment on appelle cette line là? Hein? Voilà, ouais, j'ai l'impression que j'ai moins d'effets. Parce que tu sizes normalement. Si par exemple là je check et que ça brique et ça va hero call 6. Bah ça peut. Mais ça peut parce que tu vas bet 200. Moi je vais bet 1500, on va voir si va recall de 6, tu vois. Juste que tu bets des sizings qui sont trop normaux. Faut aller en distribution que ça va. Mais la règle d'or c'est que si jamais tu aurais pris un. Attendez, je vais. Putain, j'ai envie de garder mon gribouillis visuel, mais bon, c'est pas grave. Peut-être, je peux peut-être le mettre en whiteboard. Non, tant pis. Allez, tout à la poubelle. Attends, c'est où la poubelle? Comme par hasard, je la trouve pas. Ouais, hop. Du coup, attends, je vais mettre ça en bleu. Du coup, la règle d'or, c'est si jamais t'as trop de bluff en perçu, en gros. Donc, trop de bluff. Attendez, y a pas de texte quelque part? J'avais vu texte. Ouais. Attends. Ouais. Imagine que t'as trop de bluff en perçu. Ok.
plus... du coup, je vais mettre plus bas. Ah, je peux pas sélectionner où le texte. Ah, c'est bon, je peux bouger là. Ok, mais donc tu as trop de bluff en perçu. Plus le mec est potentiellement CS. Ok. Plus tu rep rien. T'as deux choix. Soit give up, soit tu fais 5 expo quoi. Et il y a plein de spots où 5 expo sera pas bon. Du coup, bah faut pas le faire. Attends, soit tu. Je vais aller à la ligne. Non, bon, soit tu 5 expo quoi. Merde, j'arrive pas à changer le. Bon, bref, c'est pas grave. Et ici, quand ça fait check-check sur blanc, le mec va trop fold. 90% des feux, quoi. Facile, là, je pense. Bah, en fait, je m'en fiche un peu de la FE que j'ai, dans le sens où je sais que la distribution. C'est quoi la distribution ici, à votre avis? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais. La distribution? Ouais, de bluff. La distribution ici. On l'avait vu la distribution de bluff un peu ou pas? Bon, t'es en Wobby, je pense. Pas vraiment. En fait, il y a quand même une partie des gens qui vont être élastiques entre 10x et 6x. Genre, ils vont vraiment avoir une perception différente de leurs mains. Et du coup, il y a quand même une densité qui est ni dans le way behind, ni dans le way head. Honnêtement, le way behind, il existe. Genre, tu peux check et te faire catch range. Ça va arriver. Donc, du coup, ce serait plus un espèce de way you head. Way you head 0, way behind. Genre, way you head, select you head, way behind. Dans ces eaux-là. Et quand il bet lui, c'est ça? Non, quand nous on bet. J'ai trop compris en fait ta question. Quand nous on bet, c'est quoi la distrib? Bah là, on a rien du tout là. Bah, du coup, on n'a pas vu les distribs de bluff. Range, quoi. Ah, mais du coup, on n'a pas vu les distribs de bluff. Mais bon, c'est pas grave. Non, en gros, juste. Ce qui va se passer, c'est soit le mec va tout fold. Si je simplifie énormément, du coup, les distrib. Soit le mec va tout fold. Soit le mec va un peu call. Mais on va quand même gagner de l'argent. Soit le mec va tout call. Sauf que la proba que le mec call tout, elle est vraiment beaucoup trop faible. Et le fait qu'on overbet, c'est pas un problème parce qu'il va vraiment en moyenne largement overfold. Et il y aura largement assez de gens qui vont fold 90%, 95% de leur range. Et là, quand tu fais genre 1200, bah, tu vas très souvent gagner 375. Et les gens qui call, ils sont assez rares. Et du coup, là, même si techniquement, en fait, c'est un way out, way behind. Donc, en fait, ça dépend de la densité du way out et way behind. En moyenne, c'est quand même des spots où les gens vont beaucoup plus fold. Donc ouais. Et je pense que vraiment les mecs qui call range c'est ultra rare contre ce genre de size. Du coup j'aurais même tendance à dire que la densité webienne elle est pas significative et qu'on est un peu en sawa à la limite. Et de toute façon si le spot se rapproche du sawa faut bluffer tout le temps. Ok. C'est comme les spots Sobi, on avait vu un tout petit peu ça. C'est pas ultra important, je vais vite. Mais en gros, si un spot on pense que c'est pas un Sobi mais que ça peut quand même être un Sobi, genre on n'est pas trop sûr. En fait, il faut quand même fold parce que si on fait une distribution de distribution, les Sobi c'est toujours des Sobi, les spots close. Genre mettons que là on a l'ensemble des spots qui sont Sobi. OK. Et là c'est typiquement là on perd une tonne et sur l'extérieur on perd un peu moins. OK. Genre là on perd là c'est EV0. OK. Là on drop tout le pot. Et là il y a plein de mains dans l'ensemble. En fait, les mains qui sont pas des Sobi, on pense que c'est pas des Sobi. Donc en termes d'EV estimé, j'ai lu dans des zones. OK. Donc si on prend l'EV estimé, EV, OK. Les différents spots, ils vont soit être donc légèrement V+, genre typiquement le 2 dames quand tu me disais peut-être si c'était pas un Sobi, etc. Bah toi dans ta perception ça va être EV+ par là. En fait il peut aussi être là. Donc quand tu regardes la probabilité, en fait ils sont très souvent autour de 0 dans l'EV estimé. OK. Parce qu'on peut pas connaître leur EV réel. Mais il y a des spots où en fait tu penses que tu vas être là, mais en fait il y a de fortes chances pour que tu sois là. Ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, représenter visuellement comme ça, bah en fait, la différence c'est quoi? C'est soit on gagne un peu, soit du coup on peut drop une tonne. Et donc en fait, même les spots qui sont pas des Sobi, la distribution de cette distribution-là, on se rend compte qu'en fait c'est un Sobi. Et donc du coup, ça s'appelle hyper distrib, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas important parce que c'est pas utile in-game. Ça sert à rien de en parler. Mais du coup, ça permet de comprendre qu'en fait, même les spots qui sont close Sobi, on oublie de les fold. Parce que les spots qui sont close Sobi, c'est des spots qu'on va estimer close. Les spots qu'on estime close, le gain va être soit. Alors, on peut avoir un gros gain finalement, peut-être qu'en fait on va gagner une tonne. Mais en moyenne, si on regarde les densités, c'est uniquement un léger gain potentiel et une perte grosse potentielle. Des spots qu'on pense sauver plus. Donc en fait, c'est obligé de fold. Parce que les Sobi ne rapportent jamais autant qu'ils ne perdent, entre guillemets.
faut plus perdre sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans les survies. Ouais, carrément. Ok, bah top. De toute façon, c'est vraiment pas ultra important. C'est juste, faut juste comprendre que, genre, en gros, quand c'est un subit ou genre, quand on pense que c'est pas un subit mais que c'est close, juste tout le temps fold. Même si je suis sûr à 90% que ce n'est pas un, bah je vais fold. Oh, ça revient au même avec l'incertitude qu'on voyait sur le spot d'avant. Ouais, sauf que là, ça t'explique vraiment que, même si t'es quasi sûr que c'en est pas un, faut quand même fold. Parce que c'est pas une question de genre, ouais, mais en moyenne, ça va être mieux. C'est pas exactement ça, c'est le fait que, en fait, si tu refais la distribution des spots qui sont close des subis, en fait, ça reste des subis. Du coup, tu peux jamais call ce spot. Mais bon, encore une fois, c'est pas le plus important. Ok, du coup, très souvent, en général, le mieux, quand tu sais que la range que tu fais fold turn, c'est une range qui va checker, c'est checker. En plus, t'as quand même une main qui peut coller tranquillement certains bet sizing. Elle peut donner certaines infos, tu peux potentiellement jouer en check raise, tu peux jouer en call lead. T'as quand même de la jouabilité en check. Je vais faire largement checker avec As-Valet ici. Ok, il call. Et en plus, j'ai vraiment pas envie d'être dans un spot où je suis très incertain river parce que c'est quand même une dame de carreau, on a genre Roi-Valet, on a As-Valet, on a quand même des bluffs en perçu. Et en plus de ça, tu diminues les SPR dans une range dans laquelle je suis pas trop certain si le mec va être CS ou pas. Donc j'aime pas trop le bet turn, je pense que tu n'as pas assez de clairvoyance dans cette line. Ouais, carrément. Ok. Et du coup, là, c'est quoi ta range de. Tu bêtes rien en bluff au flop, c'est ça alors, dans ce cas de figure? Non, au flop, je bet quasiment tout 60. Mais je bet pour qu'il flotte et qu'il bluffe. En gros, si le mec overbluff, Quoi? moi je bet 60 pour qu'il bluffe. Ouais. En gros, si t'es sûr que le mec il va trop stab pour bluff, bah tu bets et tu check raise tes R et tu check raise tes value N en fait. T'as aucun intérêt à bet du coup. Tu vas trop bluffer. À partir du moment où un mec bluffe trop en position, il y a plus de bet. Hein. Parce que les values, elles veulent check raise. Et bon, ça dépend de plusieurs facteurs, mais très souvent les values veulent check raise. Et les bluffs vont check raise aussi. Ouais, c'est ce que je fais généralement quand j'ai une main contre ce genre de profil-là, vu que ça stable une tonne, je check. Ouais. Ouais. Du coup, check. Ici, donc je la joue en check. Et si jamais check, river sur le 8, j'envoie une énorme praline. Genre 1200, comme ça. Tant pis, hein, s'il y a paire de 8, il se sert, mais très souvent il n'y aura pas. Dis-moi. Au flop, quand tu touches pas ici, tu bêtes pas alors. Si, je bet 60. Justement, je viens de t'expliquer. En fait, même si j'ai airballs, si t'as à la certitude que le mec va trop bluff, bon, si t'es pas certain, c'est pas grave, tu bets 8 et 7 et turn, tu check fold. Mais sinon, tu peux bet tout. Et les mains qui ont assez de V à jouer en check raise, tu joues en check raise. Tout simplement. Ok. Parce que si le mec bluffe trop, tu n'as aucun intérêt à bet la turn. Tes value veulent check raise et tes bluffs veulent check raise. Donc à partir de là, pas de check. C'est pour ça qu'on avait travaillé que dans les pots 3 bêtes, on va clairement overstab. Enfin, on va clairement over check raise si le mec stab trop IP. Parce que si jamais stab trop, nos value N et nos bluffs ont plus d'argent en check raise. Donc aucun intérêt à bet. T'as split contre As-Valet, c'est ça? Non, il avait Dame 4, shoot, Dame 4 de pique. Comme par hasard. Non, je rigole. Ok. C'est avec délire. T'es là, Seb? On est d'accord pour le flop alors. Ouais, on est d'accord pour le flop. Seb, t'es toujours là? Le sizing, c'est quoi? Tu fais quoi à quart, un tiers, c'est ça? Je fais 60. Ton size. Franchement, le size flop va pas changer grand chose. Mais si je sais que je vais check pour le laisser bluffer, je préfère quand même down size, qu'il y a plus de chances qu'il me colle. Mais c'est close. Ok. Attendez 2 secondes. Ok. Je regarde juste ce qui est parti. Ouais, Sébastien, t'es là? Ouais. Nickel. Circus? C'était chat, oui. Ok. Ah ouais, putain, ça fait des gros open. Hein. Généralement, les sizing d'open, c'est 20 à 25. Et là, qui fait 30 TG, je le vois finalement sur une premium, genre Valet plus ou As-3. Ok. Je pense même avec As-Dame, je ne ferais pas de compte. Du coup, vu qu'il y a plusieurs players, j'essaie de flat. Vu que j'ai une main IP qui peut jouer tirer. Non, je suis ok, moi aussi. Bon. Ouais, moi aussi. C'est close quand même. Hein. Genre, même si tu joues à genre 4 pélos, genre
ta main, c'est quand même très souvent dominé. C'est le pire suité de connecteur en fait, 9 et 8. Parce que quand tu hit, le board il est beaucoup plus drawy condensé, donc les gens mettent moins d'argent. Et en plus, tu fais plus souvent ce out. Genre, je vais quand même payer parce que, genre, si t'as des fiches loose, ACCS et tout, ça va être bon. Mais là, t'as des fiches tight, non, je colle même pas. Hein. Genre, t'as 30 à mettre. Ils sont CS, mais c'est pas des whales non plus, puisque ça reste des CS de Paris. Ah, c'est le problème. C'est pas. Tu vois. Ouais. Et en plus, c'est quoi le rec à Circus? C'est 4% uncap, c'est ça? Exactement. Putain, le rec français, on se fait tellement démonter. Mais je vous avais dit, genre, à Aix, j'avais calque, genre, je crois que c'est 100€ l'heure de rec. Comme ça, 80, 100€. C'est n'importe quoi, genre. Vraiment un délire. Ouais, moi j'ai compté sur le mois, je suis environ 7-8 000 Ah, mais mec, c'est. Oh. T'imagines, mec, t'as une location à 7-8 000 sur Paris, ce que t'as, mec? Alors là. J'allais faire une blague, je vais pas la faire. Mais bref, non, vraiment, c'est insane. Bon, ok pour call. Mais je pense que ouais, c'est vraiment close. Beaucoup plus close qu'on le pense. Versus ce size. Ok. Je pense que je fais le flop. Là, en fait, Hein. quand UTG check, je le vois vraiment sur un valet d'un endroit. Et quand lui fait 40, je le vois sur un petit tas shooté. Et du coup, mon plan de jeu, en fait, c'était de raise small. Et sur les break turn, je mettais un overbet. Pourquoi? Genre, Et je sais que généralement sur les fils français, quand je raise, ça va pas. là, je te parle pas de la line. Pourquoi overbet ce serait le meilleur size turn? Puisque je vais assurer la SE dans le sens où si je bet small, il y a un mode où il colle toujours ces as qui ont décidé de payer flop. Et du coup, en faisant un overbet, je trouve que ça marche généralement bien sur le field. Mais là, tu me parles de ta line encore. Moi, je veux que tu compares overbet et les autres sizes. Je regarde. Mettons, bon, moi je joue pas comme ça, surtout cette main, mais mettons que tu joues en raise, ok? Donc tu raises. Attends, je vais whiteboard. Alors, whiteboard. Ah putain, ça pique les yeux. Je veux pas whiteboard. Bref, attends, je vais le mettre là. Mettons que tu. On va mettre en orange. Mettons que tu raises. Tu joues en click raise, en gros, min raise. Le mec call. Là, tu me parles d'overbet. Mais le problème d'overbet, c'est que, en gros, tu donnes de l'argent à Brelan de paire, ok? Brelan d'épée. Tu en gros donnes de l'argent aux Asics qui vont call parce que bon, tu vas pas bluffer la river et ouais t'as de la FE contre des Asics de temps en temps, c'est vrai, mais du coup ça fait pas plus d'argent que le small bet parce que si tu min raise et que turn tu bet 15%, qu'est-ce que tu vas faire à 15%? En fait tu vas économiser de l'argent parce que vilain il va te raise DP+, quand tu fais 6 small, ok, et quand il call il va call A6 weaker end. Et après, c'est des mains qui vont fold contre un énorme overbet. Tu vois. Genre versus overbet, ça fold. Tu vois. Très souvent. Et donc, du coup, 15% pot, t'économises de l'argent contre les brelans d'épée, tu le laisses raise. Okay. Et du coup, après, tu l'isoles contre sa partie weak. Et du coup, à un SPR où en fait, ça te permet de mettre une énorme pression en overbet. Je suis d'accord que ça reste un peu weird, mais tu joues quand même un min-raise, cat web, bet small into raise. Et les bet small, c'est toujours les meilleurs. Et pourquoi j'ai le réflexe? Parce que ça m'a marqué quand je jouais en Asie, du coup. J'ai un spot où genre j'ai joué un peu près de manière similaire, mais turn, j'ai bet un sizing qui n'a pas fait raise ses nuts. Et du coup, river, je me suis complètement empalé, j'ai perdu 250 blindes. Alors que si j'avais bet genre vraiment ultra small, genre 10%, il aurait toujours raise sa main. Parce que les gens, ils arrivent pas à se dire que tu vas overbet 4 fois le pot et check call nuts. Les gens arrivent pas à check call de 8. Contre bet 10%. Ils ont l'alerte réflexe, je dois raise, et du coup ils raise tout le temps. Mais tu te rends compte que du coup le bet 10% il est forcément meilleur que l'overbet. Quand tu bluffes. Ok. Et imaginons que turn par exemple c'est un 9 et le mec il a A6. Ah mais si c'est un 9 t'es en value, hein. Moi je te parle en bluff là. Hein. Tout ça c'est pour les bluffs. Hein. Non ouais bien sûr. Dis-moi. En fait ma question c'était là je vais rester environ 105, 110 je crois. Le pot je crois 400. Et si turn c'est un 9,
et je mets genre 600 dans 400, je pense qu'il faut il colle à quelle fréquence à 6? Bah, je sais pas, mais par contre, je suis sûr qu'il le raise. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas clairvoyance turn sur ta line, mais dans ma line, j'ai une tonne de clairvoyance. Hein. Genre, je mine raise, je bet 10% turn, il raise. Et en fait, t'as juste à faire un bipa. Ok. Tiens, fais-le le bipa, si tu te rappelles. Tu peux le faire dans ce spot. Non, je me rappelle pas. Ok, si je te dis. Bah, en gros, je sais, ça va être pas très compliqué. En gros, les profils qui check call versus 10% à 6, c'est les mêmes qui vont. Genre là, si on est dans l'ensemble des gens qui check call à 6 versus small, c'est les mêmes ensemble check call versus 10%. C'est exactement les mêmes qui vont fold versus 3x po overbet. Tu vois. Donc en fait, c'est pas très grave pour moi s'il call les DP. Parce que c'est clairement un mec qui est trop scared. Et les mecs scared, ils vont plus fold. C'est pas vrai all the time, ok, la probabilité projective, pardon, c'est pas 100%. Ok. Mais voilà, c'est très souvent le cas. Donc, Bayesian Inference, population, on peut faire profil aussi. Nice. Et bref, du coup, je préfère toujours bet small. Après, j'aime pas trop la ligne de raise, parce qu'en fait, les mains que tu fais fold, c'est des mains qui vont très souvent te dire ce qu'ils ont à turn. Ça me permet d'esquiver, de pas perdre mon argent quand un mec a genre 7, DP, etc. Je pense que le call est largement supérieur ici, parce que juste, t'as toutes les cartes du monde pour bluffer, quoi. Ok. T'as pas l'air convaincu. Ok. Si. C'est juste que j'ai assigné ce que tu es en train de dire, mais... Ok. Et du coup, là, une fois que tu calls, là, si check turn, comment tu la joues après? Très bonne question. Je pense que je la joue en. Je pense que je small et river overbet. Je vais faire la même chose. Parce que le problème, c'est que ouais. quand je check turn, tu vois, je vais quasi rien pouvoir rep en value. Ça va être compliqué, donc je préfère miser small et faire la même chose. En gros, juste tu bet small, il raise DP+, et il call la weak region, et du coup, genre, quand il raise, tu t'en fous, et quand il call la weak region, c'est juste overbet, dans sa wa, il fold, c'est parfait. Après, tu gagnes plein d'argent, tu peux t'acheter une voiture, ça quoi. De toute façon, ça range, c'est rare qu'on va tomber contre deux paires, là. Déjà, quand tu fais un quart au flop, ça me paraît hyper weak, ça me paraît un petit as-6 éclaté, ou quelque chose dans le genre, un 8x peut-être. Ouais, ça peut être un trap aussi. Hein. Le mec, il a le volant 6, il joue comme ça. Hein. Exactement, Ouais, et sur d'où le le. fil basique, il y en a qui aiment bien small avec les nuts. Oui, surtout parce que en fait ils vont bet. En fait, si jamais les mecs ils bet que strong, ils vont forcément avoir trop de genre de 6 quoi, même s'ils utilisent ce size. Allez, excuse-moi, je t'ai coupé. Quand tu dis, moi je te parle de la line quand il fait un quart et qu'il check turn. Là, il a jamais brelan, il a jamais deux paires. Ah oui, ok. Quasiment jamais, ouais. Ouais. Mais de toute façon, tu vas 15-20% pot, il va les fold. Donc j'ai envie de te dire. Mais oui, à ce moment-là, vu que je pense qu'il va pas re-raise à 6, S8, même paire de 8, ouais, ça fait sens de bet small quand tu as raise le flop. Par contre, quand tu bet la turn, bah de toute façon, tu vas faire 40% pot, il va les raise très souvent. Donc en fait, je peux aussi grossir le pot, rep plus strong. Donc j'aurais tendance à pas avoir le même sizing quand je call comparé à quand je raise dans ce spot. Ok. Le mieux, c'est de faire petit et turn, comme ça tu grattes encore un petit peu et tu le fais fold en overbet river. Exactement. On avait review deux mains, Paco, à toi ou une seule? Putain, je crois que je l'ai. Non, c'était juste une seule. Ça, Ah, ok. c'est le même spot, ça. Ah, ok. Ah, mais on a tout fait, je crois. C'est pas ce que je fais, mais. En fait, bon, du coup, j'ai pris cette line. Ok. Petite erreur quand même pré-flop déjà. Ouais, je sais. Je préfère Libre Raise ou Limp. Ouais, c'est limp ou fold, hein, ça va dépendre de la table. Mais déjà, max 4% in caps, phase 3, je pense que c'est même pas d'argent. Là, c'est à Chypre. Ah, Ouais. ah, alors c'est un limp. Ouais. Ok. Là, je vais fold As2, As3, c'est vraiment la main que je close. Mais tu vois, la 4x raise, ça rapporte rien de raise plus cher. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de contenu en mode faut raise plus cher, comme ça on joue post-flop avec moins de joueurs. La vérité, c'est que la moitié, vous faites 15 ou 20 avec la même range, vous allez retrouver contre 4 joueurs avec As3, vous avez mis 20 déjà. Autant mettre juste 5 et
Si jamais il y a un mec qui ont un sizing de merde et que tu as 3 calls, et le pot va faire 60, tu vas faire 180, ils vont tous fold, tu vas gagner 60. C'est largement mieux de limp ici, les early position. En gros, je limp. Moi, je conseille de limp ici, ici, ici. Et là, il faut commencer à faire attention. Low jack, ça va encore. Middle position, c'est comment devenir vraiment très technique, donc je vous conseille pas. Mais franchement, vous limpez ici, c'est largement good. Low jack, ça reste ok aussi, ça dépend de la config de la table. Genre, low jack, ça dépend beaucoup plus de la config. Du coup, il y a qui au bouton, il y a qui au cutoff, etc. Et middle position, il faut quand même plus gérer. Et cutoff bouton, c'est quasiment tout le temps nul. Enfin, je vais jamais limp. Tu parles d'overlimp ou limper limper là. genre, Je te parle limper OR. Ouais. Ok. Ouais, bien vu, j'avais pas précisé. D'ailleurs, moi j'ai une question là-dessus. C'est quoi ta range TG ou TG1 de limp re-raise sur les tables très passives? Nuts. Si les mecs ISO vraiment trop tight, que nuts. Mais après, ça va dépendre. Genre, si je fais face à un mec ISO tight, mais qui a 4 calls derrière, bah en fait, je m'en fiche parce que de toute façon, le mec tight, il va quand même avoir des folds. Il va être tight. Donc, par définition, à 2-10 de valet, il va les payer. Donc, je vais pouvoir les jouer pas slop. Du coup, je vais souvent aller re-raise des mains qui ont assez d'équité comme la calling region. Donc, genre des as valet, faire un peu des mains comme ça en semi-bluff, entre guillemets. Semi-bluff. Okay. Roi dame, etc. Mais ça va vraiment toutes les mains que je limp, potentiellement je peux les re-raise. En fait, ça va juste dépendre de la table. Ok, ça marche. Genre, je peux jouer toute ma range en limp raise. Je vais jamais jouer toute ma range en limp call, forcément. Parce que si j'ai une tonne de V à limp call, ça veut dire que mes value end vont pouvoir limp raise. Mais il y a quand même des spots où ouais, c'est vrai que je peux jouer toute ma range en limp call. Parce que si la table est trop passive, je pense que j'ai plutôt préféré open mes bonnes mains. Et du coup, je peux avoir que des limp call. Ouais. Bon, si la table est passive, je vais être plus wide, donc il y aura forcément des limp fold. Non, il y aurait genre des limp call, limp fold. Juste, j'aurai pas forcément limp raise. Ok. Ok, ça marche. Je fais call twice. Bet 35, call. Quel size? Et c'est là que là je peux checker pour laisser les mains qui vont miser d'elles-mêmes comme tu dis dans le protocole, mais en fait en soi je suis pas sûr que du coup je fais un peu small pour faire raise les flush et s'il n'y a pas flush en face, au moins je prends un peu de value quand même sur. Je suis complètement d'accord. Le protocole c'est en bluff hein. Le fait de pas bet la turn si jamais les mains qui fold turn elles vont check into fold. Ça c'est en bluff, mais en value complètement fine avec la line, je pense que c'est la meilleure line. Tu bet small, tu laisses raise les flush, tu fais call avec region, non c'est parfait, j'aime beaucoup. Ok, j'aurais bet légèrement plus small, mais ok. Ouais, moi je vais dire vraiment bet hyper small, Yolan. Genre dans 170, tu mets 25. Non, parce que en fait, tu perds trop de value sur des mains qui auraient payé à 50-60. Genre, c'est pas ce genre de spot que tu peux le faire. Ouais, ok. Ok, ils peuvent plus call paire de 5. Ils vont faire quoi avec paire de 5? Tu vas checker, ils vont checker. T'as pris 25 en plus à paire de 5. Mais tu mises de l'argent sur les Queen X. Donc, non, je fais 50 grand minimum. Et après, si tu veux. Si tu te dis que de toute façon, tu veux value qu'une flush river, bah en vrai, pas besoin de bet small. Juste tu bet 3 cartes, tu fais call Queen X, quelques Queen X et Queen X one draw. Et alors tu push, tu fais call les flush. Après, t'as techniquement pas besoin de push, tu peux juste check in ou check raise, mais après, ça va quand même plus strong. Overall, je préfère quand même bet small si je pense que c'est mieux. Ok, call. Du coup, là, je me suis dit, il peut y avoir des flushs qui n'étaient pas des grosses flushs qu'il aurait voulu raise. Bon, comme il était un peu tight, et bon là, je veux pas induce parce que je perds trop en EV, et du coup, je préférais prendre. Il a tanké, ouais, et je préfère prendre le. Après, si je fais trop cher, je pense que ça va tout fold. Je pense que c'est le meilleur size. Il y a moins de flush que tu penses, hein. Si le mec est tight, il n'y en a pas une tonne. De temps en temps, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Après, là, genre roi dame, as dame trèfle, dame valet trèfle, ça peut raise avant. Donc, non, il a même pas as dame pour moi. Donc, ouais. Ah, j'aime bien le size. Je ferais légèrement moins cher parce qu'il est tight, mais ok. Ouais. Je ferais genre 2, 30. Ouais, il a hésité longtemps, il a dit ouais, mais je comptais même pas call. Bon, il avait gagné un gros pot juste avant, et bon. Il a failli fold en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il avait? Dame valet à trèfle. On le voit là. Attends, tu vois. Il le montre pas. Dame valet à trèfle. Ouais, il sait. Ouais, je pensais que je serais mettre un peu plus small. Comment j'arrive pas à prendre plus et quelle erreur j'ai faite là pour bon, le fait que je sois au OP.
Ou peut-être turn check pour check raise, mais là j'aurais trop de value. En fait, le truc, c'est que ta line avec le profil que tu me décris, elle est pas assez cohérente. Parce qu'en fait, si jamais le mec est trop tight et qu'il va call flush, Ouais. bah, mec, plus cher. Même quasi push. Ouais. Et on pourrait se dire, bah non, mais push, il va fold. Un mec qui hésite à fold à 270, il va fold tous les sizes, de toute façon. Tu vois. Et là, il a failli fold. Donc en gros, juste target les mecs qui savent pas fold des flush et juste push. Parce que c'est la seule range qui va call. Ok. Après, et il a pas de bluff. Donc en fait, t'as pas de V à check pour laisser bluffer. Non, juste, Ouais, je pense que tu peux size une tonne. Tu peux size cher. Après, tu peux aussi toujours checker. Mais bon. Est-ce que quand tu bêtes 30, il va. Le profil tête, il va pareil, c'est flush. Je pense qu'il est type, de toute façon, on va pas prendre d'argent dame valet, donc. Ouais, non, ouais, je pense que tu peux bet genre 40, tu laisses raid les flush, tu fais call queen X. Pas si mal en vrai. Tu fais call brelan. Sinon, check, c'est bien aussi. Mais je préfère bet genre 40, 50, 60. Comme ça, il call as dame, il call roi dame, il raise ses flush. Et tant pis, tu vois, s'il est tight, il est tight, mais. Enfin, t'as vu, au pire, tu perds combien? Le mec a failli fold de 70. Tu perds genre 210. Mais par contre, dès qu'il raise ses flush, bah. Tu peux re-raise ensuite. D'ailleurs, je pense que si je bet 40, il raise, je pense que je clique. Ou genre, je raise vraiment small. Parce qu'en moyenne, les gens, ils vont trop fold versus 3 bêtes. Genre là, quand on joue la main, on se dit, ah yes, il va call, j'ai As-Roi en perçu, j'ai As-Dame. Les gens, ils fold tout le temps. Vraiment, genre, je vois jamais les gens call. Donc, je préfère genre vraiment mettre un sizing super small, parce qu'en moyenne, je sais que c'est la meilleure option. Du coup, quand je sais pas, je vais la prendre ici. Voilà. Ouais. Ok, vous avez des questions sur la main ou pas? Allez, j'ai mon temps. Ok, ça marche. Nickel.